Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être restés si nombreux à cette table ronde consacrée à l'intelligence artificielle et la supervision du secteur financier. Je pense qu'on a entendu un certain nombre de fois le terme intelligence artificielle prononcé aujourd'hui. Je pense que l'idéal, c'est de commencer par répondre aux interrogations. Pourquoi l'IA et pourquoi nous? Je pense qu'on a une raison assez simple qu'on peut vous exposer. C'est tout simplement parce qu'on a étudié le sujet de la digitalisation du secteur financier et à travers cette étude, nous avons observé que, selon les réponses du secteur bancaire, plus de la moitié des projets en R&D utiliseraient de l'IA. Donc je pense que ça justifie un petit peu nos efforts. Et je pense qu'il y a une autre raison qui nous paraît très importante, c'est qu'il y a l'essor, entre autres, des outils comme les smartphones qui font que les données qui sont utilisées et indispensables à l'utilisation de l'IA soient de plus en plus volumineuses, mais aussi, surtout, plus granulaires et plus personnelles, qui soulèvent autant d'opportunités que d'interrogations. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons lancé une task force sur le sujet en 2018 qui porte sur cette première phase d'analyse et de réflexion qui a produit son rapport fin 2018, accompagné d'une consultation publique pour récolter les avis des experts qu'on n'ait pas pu interroger dans le cadre de la task force. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'on pense qu'il faut aller plus loin, mais c'est un bon point de départ pour nos expérimentations sur lesquelles on y reviendra plus tard. Alors pour les habitués, peut-être des tables rondes et des conférences sur l'IA, je pense que je ne vais pas vous surprendre en disant que la première des difficultés qui existent, c'est la définition même de l'IA. C'est d'ailleurs le premier constat de notre rapport, à savoir que l'IA est polysémique. Polysémique a deux sens. Premièrement, les experts ne sont pas tout à fait d'accord sur l'inclusion de telle ou de telle technique dans la dénomination intelligence artificielle, puis polysémique parce qu'elle évolue avec le temps. Cependant, si on souhaite être rigoureux, il y a bien une définition académique qui date des années 50 et décrive l'IA comme l'ensemble des techniques visant à imiter les processus cognitifs humains parce qu'on croyait pouvoir les modéliser de manière précise. D'ailleurs par une machine mécanique, parce que pour la petite anecdote, l'essor de l'IA coïncidait avec l'essor de l'ordinateur. Donc c'est d'ailleurs un courant qu'on appellerait l'intelligence artificielle logiciste pour s'opposer à l'intelligence artificielle neuronale qui base les travaux et qui donne notamment les réseaux de neurones que vous entendez parler dans les médias sur les travaux du biologiste Rosenblatt sur le perceptron. Donc le parti pris de la CPR est de se restreindre aux algorithmes d'intelligence artificielle qui ont un minima la capacité d'apprentissage automatique, justifiée par le fait que c'est principalement ces technologies que l'on voit se déployer dans le privé. Bon, nos travaux ont souligné notamment des difficultés liées à certaines catégories d'algorithmes d'IA, notamment en matière d'auditabilité, d'explicabilité, de gouvernance et d'éthique pour bien appliquer les réglementations. Des difficultés qui sont particulièrement ardues car l'universalité des technologies d'IA se heurte à la surspécialisation nécessaire quant à sa bonne utilisation et donc de pouvoir apporter des éléments de réponse aux enjeux qu'on a cités plus haut dans chacun des cas d'usage. Un besoin de dialogue entre superviseurs, industriels et académiques nous semble réellement indispensable pour bien conduire cette démarche. Et je ne peux pas rêver de meilleure compagnie avec nos trois spécialistes aujourd'hui au profil vraiment complémentaire pour aborder ce sujet. Donc, chère Clémence, cher Winston et cher Stéphane, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun très rapidement? Alors, bonjour, Stéphane Crisaniac, je suis responsable des projets d'intelligence artificielle pour la conformité chez Crédit Agricole SA. Et préalablement, j'ai une expérience de 20 ans en finance quantitative au sein de différentes banques. Bonjour à tous, donc Clémence Côté, je suis responsable du service des affaires économiques à la CNIL et pour vous expliquer un petit peu notre rôle, on intervient en amont justement dans l'accompagnement des acteurs alors du secteur bancaire, assurance, marketing, transport, énergie, en fait de
toute activité économique qui nécessite la mise en place d'un traitement et on les aide dans l'interprétation de la règle juridique et l'application à des cas concrets. Et il est vrai qu'on a été confronté ces dernières années à différents cas de mise en place d'algorithmes déterministes ou non, donc de la véritable IA. Et c'est justement, c'est assez enrichissant pour voir de quelle manière on peut finalement alimenter le secteur financier par rapport aux enseignements qu'on a pu tirer d'autres secteurs. Et j'y reviendrai. Winston Maxwell, ancien avocat. Depuis 6 mois, j'ai quitté le métier d'avocat pour devenir enseignant-chercheur à Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris. Je co-anime avec le professeur David Bouni un groupe de travail multidisciplinaire sur l'IA éthique qu'on a divisé entre 4 paniers de sujets, les biais, l'explicabilité, la responsabilité et l'encadrement réglementaire et gouvernance. Comme mentionné Olivier Flich, on a une chaire finance digitale et à cette occasion, on collabore avec la CPR, la Banque Postale, le groupement des cartes bancaires et on a lancé récemment une chaire de recherche particulière en matière de lutte contre le blanchiment avec PwC. Et également, comme mentionné Olivier Flich, on co-organise avec la CPR un symposium international le 27 avril de régulateurs et d'académiques venus du monde entier. Très bien, excellent. Je pense qu'il est intéressant, c'est que vous avez des profils assez différents, mais que vous avez tous pu travailler sur le sujet de l'IA. Je pense qu'une des premières dérogations que j'ai, c'est de savoir voilà, quels sont les premiers cas d'usage que vous avez pu voir et puis les évolutions que vous avez pu voir, les nouveaux usages de l'IA dans vos activités respectives. Donc Winston, comme tu avais la parole, je te laisse répondre en premier. Ben ça, comme Sue a mentionné, l'IA est très ancien, ça date des années 50. Mais ce qu'on a vu depuis les années 80 déjà, c'est des systèmes experts qui sont, à l'époque, on les appelait intelligence artificielle, notamment dans l'aide à la décision diagnostique pour les applications médicales. Et même à cette époque-là, dans les années 80-90, on parlait d'explicabilité des algorithmes parce que ces systèmes d'experts, qui étaient des règles créées par des humains, des médecins, pour aider à la décision, étaient tellement compliqués qu'un utilisateur avait du mal à lui faire confiance. Il y a 5 années à peu près, il y a une redécouverte des réseaux de neurones, ce qu'on appelle le machine learning, qui est complètement différent de ce que je viens de découvrir. L'IA symbolique, c'est un système de règles humains. Le machine learning, c'est qu'on crée des règles après l'observation sur des données. Et grâce à la disponibilité des données et le computing power, il y a une renaissance de ces réseaux de neurones qui sont un vieux concept, Rosenblatt, mais il y a une renaissance et une application tout azimut de cette nouvelle technologie. Et cette nouvelle technologie a des limites et on se rend compte qu'il marche très bien dans la reconnaissance d'image. Et quand il s'agit de reconnaître un chat ou un chien, tout le monde est content parce que ça marche super bien. Mais ce qu'on se rend compte de plus en plus en discutant avec des industriels, c'est qu'une approche purement machine learning ne suffit pas généralement. Il faut l'entourer de règles, de sauvegardes, et on appelle ça de plus en plus l'IA hybride, que ce soit pour n'importe quelle application sérieuse, que ce soit diagnostic médical, que ce soit faire naviguer des avions dans un aéroport. N'importe quelle application où il y a un vrai enjeu de sécurité, on ne peut pas satisfaire uniquement de machine learning. Normalement, on essaie d'entourer le machine learning d'un corps de règles métier. Et donc, un axe de recherche qu'on poursuit à Télécom Paris, c'est comment penser le AI Ethics by Design. C'est-à-dire, on entoure le machine learning, qui a beaucoup de qualités, d'un corps de règles éthiques également, pour arriver à des systèmes qui sont sûrs et respectueux des libertés fondamentales. Clémence ?
Ce que je veux dire est assez complémentaire, mais justement, le but, c'est peut-être de démontrer que l'IA est protéiforme. Et pour nous, finalement, elle se traduit plus par des finalités d'usage, des objectifs. Si on reprend l'IA tel qu'on l'a vu il y a quelques années, finalement, c'était surtout utilisé pour matcher, désolé pour l'anglicisme, mais l'offre et la demande. Ça, on le voyait dans pas mal, notamment dans le secteur de la grande distribution, du commerce en ligne, etc. Ça s'est reporté plus sur le marketing en ligne, sur la capacité à faire des inférences pour aussi matcher l'offre et la demande, non pas du consommateur vis-à-vis du professionnel, mais de l'annonceur vis-à-vis de l'éditeur qui essaye de commercialiser ces espaces publicitaires. Donc on est toujours dans une logique de rencontre entre deux schémas qui sont très différents et qui sont difficiles à coordonner avec la seule intelligence humaine. Un autre cas qu'on voit de plus en plus, c'est justement la reconnaissance des formes. Alors dans reconnaissance des formes, j'inclus énormément de choses. Ce qu'on voit beaucoup, c'est finalement la reconnaissance des personnes dans la rue, le suivi de mouvements. Je parle de reconnaissance des formes et non pas de reconnaissance faciale, sachant que la frontière est extrêmement floue. Parce que la difficulté d'un algorithme auto-apprenant, c'est que justement, il va auto-apprendre de manière à être de plus en plus efficace. Et qu'est-ce qui est plus efficace que de reconnaître un visage plutôt qu'un manteau? Voilà, c'est un exemple. Et enfin, l'exemple qu'on voit vraiment monter en puissance et qui pose des vraies difficultés, en tout cas des questions du point de vue des droits et libertés des personnes concernées, et une application qui fait l'objet de dispositions bien spécifiques dans le RGPD, c'est finalement l'utilisation des algorithmes de l'intelligence artificielle en tant qu'aide à la décision. Alors je parle bien d'aide à la décision et non pas de décision exclusivement automatisée, qui est un terme qu'on retrouve dans le RGPD. Pourquoi? Parce que justement, ce qu'on voit, c'est que c'est appliqué initialement beaucoup aux mécanismes de lutte contre la fraude, notamment pour les paiements en ligne, ensuite à la carte bancaire plus généralement, à la fraude de manière générale, et je pense qu'on y viendra après, pour d'autres systèmes qui visent justement à anticiper un comportement, anticiper un problème par rapport à un modèle qui sera défini justement par l'algorithme, et en tout cas dont la construction va être aidée par l'algorithme, pour prendre une décision in fine qui va être opposée à la personne concernée. Et ce qui est intéressant, c'est justement qu'on voit que la réglementation en matière de protection des données, qu'il s'agisse de la loi informatique et liberté en 78, qui était largement reprise par le règlement général sur la protection des données, donc le RGPD ou GDPR donc de 2018, s'applique, s'adapte, en mettant en place des principes sur lesquels je reviendrai, qui replacent l'humain dans la décision et qui justement ont le mérite de créer des principes de proportionnalité, des cordes de rappel, littéralement par rapport aux biais, aux incidences éventuelles de l'intelligence artificielle sur les personnes physiques. Très bien. Et Stéphane, un peu la vision d'un groupe bancaire? Je ne vais pas rebondir tout de suite sur les derniers propos. Non, oui, quand on pense IA, on pensait surtout il y a quelque temps à tout ce qui est marketing, score d'attrition, score d'appétence, ainsi de suite. Clairement, ce qu'on voit en interne, c'est plutôt en fait l'utilisation de l'IA dans les processus internes, qui peut être volumineux, fastidieux, qui requiert beaucoup d'attention et d'expertise. Et l'IA permet de pré-mâcher certaines choses, notamment dans la lecture de rapports annuels, dans la lecture de contrats, ainsi de suite. Ce sont des choses dont on ne fait pas la publicité, mais en fait, ça a beaucoup d'impact au sein des banques. En ce qui concerne la prise de décision des IA, on n'y est pas. Et par rapport à ce que je fais, on ne laisse pas l'IA prendre de décision, mais on y reviendra après, je pense. Alors du coup, donc cette année, Crédit Agricole a travaillé avec la CPR en mode expérimentation sur un cas d'usage de l'IA dans le domaine de la lutte contre blanchiment et du financement du terrorisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'expérience? Alors déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à candidater? Est-ce que vous considérez qu'il y a une certaine maturité chez vous de l'application de cette technologie qui vous donne un petit peu le courage de venir candidater à notre approche de l'expérimentation? Alors, candidater, j'y reviendrai, mais en fait, au début, je pense qu'on était à la fois on avait très envie de venir, et puis on était un peu fébrile aussi. Voilà. Après, je raconterai comment c'est passé. Pour redonner le contexte, pour expliquer clairement ce qu'on fait, ce qu'on nomme IA, donc, je travaille au sein de la conformité, proche des équipes conformité de la sécurité financière. Je suis intégré à la direction. Donc je ne fais pas partie d'une équipe transverse ou au service de la banque, mais plutôt au service de la conformité. Nous travaillons spécifiquement sur les processus opérationnels de la conformité,
notamment la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Et dans le cadre du projet sur lequel nous avons expérimenté avec l'ACPR, FinTech Innovation, le travail sur les mesures restrictives concernant les sanctions et les embargos. Pour donner, alors d'abord notre définition de l'IA, alors c'est pas notre définition, ce que nous on fait, c'est uniquement de l'apprentissage automatique, qu'on soit bien clair. Ça ne fait pas partie réellement ça ne fait pas partie du deep learning ou ce genre de choses. On reste dans des choses relativement simples et maîtrisées depuis des dizaines d'années. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fabriqué comme modèle, pour redonner un petit peu un élément de... Aujourd'hui, la conformité, notamment les mesures restrictives, c'est un monde de progiciels qui filtre en temps réel tous les moyens de paiement, notamment les SWIFT au quotidien. Ce sont des dizaines de milliers de messages SWIFT qui sont alertés tous les jours, qui ensuite sont gérés par des centaines de personnes. En termes d'alerte, chez nous, c'est 2 niveaux d'alerte. Tout ce que fait notre modèle, c'est de regarder un message déjà alerté, non pas tous les messages, mais un message déjà alerté avec les éléments de liste, que nous ne gérons pas nous-mêmes, mais qui sont officiels, et qui décide uniquement de la pertinence, qui propose la pertinence, une pertinence associée à ce message. Ce qui nous permet de rediriger ce message au bon niveau d'expertise. Ce qu'on veut, c'est sécuriser le dispositif. C'est être sûr que dans le dispositif existant, en complément, on puisse adresser le bon message aux bonnes personnes et que l'expert soit sûr de voir les messages. Voilà. En termes de modèle, techniquement, on a développé une couche d'abstraction qui fait de l'analyse sémantique, qui fait de la reconnaissance d'entités nommées et qui extrait aussi des caractéristiques brutes. Derrière, c'est un réseau de neurones qui prend des décisions. Il y a un add-on, je reviendrai parce que c'était un sujet d'échange avec la CPR, qui est l'intelligibilité du modèle, de façon à pouvoir fournir aussi une explication aux décisions. Alors je dis décision, c'est juste une proposition, c'est juste la pertinence. Et ensuite, nous travaillons aussi sur la création de messages adverses pour tester la robustesse du modèle. Donc tout ceci, on se sentit assez à l'aise, ou pas peut-être, pour participer aux expérimentations. Et en fait, ça a été donc plusieurs tables rondes avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire à la fois FinTech Innovation, côté ACPR, les contrôleurs de la CPR, le Data Lab, les data scientists de la CPR, et nous avons ouvert complètement notre modèle, nous avons donné accès à notre code, nos données, et à nos résultats et nos calibrages. Donc ça a été un échange très enrichissant. Je pense que tout le monde a fait l'effort d'être assez relativement transparent pendant ces échanges, et c'est grâce à ça que ça a été extrêmement bénéfique pour nous. Les sujets abordés sont d'intérêt pour nous parce qu'on avait commencé à y réfléchir sur certains, on n'est pas complètement abouti. On a pu parler de gouvernance et d'auditabilité, voilà. On s'est aperçu que peut-être le fait d'utiliser de l'IA n'ajoutait pas de difficultés en termes de gouvernance et d'auditabilité. Après, sur l'intelligibilité, ça a été beaucoup plus, comme c'est assez récent, ça a été beaucoup plus riche en termes d'échanges, en termes de points de vue, en termes de... Voilà. Et ensuite, on a eu quand même une phase assez longue sur la place de l'être humain et des ressources humaines dans les processus, enfin l'évolution de l'être humain avec ses processus d'IA. Et là-dessus, enfin, nous, on a un parti pris qui est de dire que l'humain restera au cœur du processus, puisque notre modèle a besoin d'apprendre de l'expertise. Voilà à peu près. Très bien. Je pense qu'il est intéressant, c'est aussi que voilà, on a décidé de commencer par une expérimentation sur la lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme. Et juste avant de monter sur scène, on était encore en train de discuter et j'ai trouvé qu'il y avait un point qui était très intéressant, ce que vous disiez, Maxwell, en comparant à vos expériences dans le domaine de la télécommunication. Donc, je suis preneur s'il faut reproduire un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, dans mon ancienne vie, donc j'ai étudié beaucoup les techniques de renseignement utilisées dans les télécoms, notamment pour traquer des terroristes. Et toute la jurisprudence de la Cour européenne de justice et la Cour européenne des droits de l'homme sur ces régimes de surveillance.
Et il y a 6 mois, donc j'ai découvert le sujet grâce à ce chaire de recherche de LCB-FT. Et je suis un peu tombé des nues parce que je me suis rendu compte que tout le régime est très atypique dans la mesure où on demande à un acteur privé de créer des profils de soupçons, de les trier, et ensuite de faire des dénonciations, des déclarations de soupçons aux autorités publiques. Après, les autorités publiques les gèrent, mais on ne sait pas trop comment. Et en termes de télécom, ça m'a un peu choqué. C'est un peu comme si on demandait à la RATP de faire des profils de gens, de mouvements suspicieux, et puis de les déclarer aux autorités. Ou si on demandait à Orange de faire tiens, c'est bizarre, Winston a beaucoup appelé tel ou tel pays, je vais faire une déclaration de soupçon. Pourquoi pas? Parce que la finalité, in fine, c'est de traquer la grave criminalité très sérieuse et le terrorisme. Donc c'est une finalité très légitime. Mais on sait dans la jurisprudence appliquée en télécom, en tout cas, qu'il y a un test très rigoureux de proportionnalité de bout en bout. Il faut être sûr que les mécanismes qu'on met en œuvre ne sont pas excessifs. Il n'y a pas d'autres moyens moins intrusifs pour arriver à ce résultat. Et il faut, pour être honnête, pouvoir mesurer le résultat, de savoir, bon, après tous ces faux positifs, ce triage, ces déclarations de soupçons, ça conduit à combien d'enquêtes ouvertes auprès de la police. Et c'est ça ce qui m'a troublé un petit peu. Et je pense que l'IA est une opportunité de mettre à nu tout le process au niveau des droits fondamentaux et de peut-être améliorer ou faire quelque chose pour la gouvernance institutionnelle de bout en bout. Et Clémence, alors pourquoi est-ce que c'est un sujet pour la CNIL? Alors ça me permet de rebondir. Effectivement, il est indéniable que la question du fait de confier à des entités privées une activité qui consiste justement à détecter des éléments qui se rapprochent d'une infraction, enfin vous l'avez parfaitement décrit, je n'y reviendrai pas, pose des questions et pose inévitablement des questions sur la proportionnalité. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec le RGPD, cette dimension hybride, on va dire, de l'activité des assujettis en matière de lutte contre le blanchiment, elle a pris une nouvelle dimension parce que le RGPD pose un principe de responsabilisation et de preuve quant à la mise en œuvre de mécanismes qui sont adaptés par rapport aux risques que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes. Quoi de plus potentiellement risqué pour les droits et libertés des personnes qu'un traitement de lutte contre le blanchiment qui aboutit à une déclaration de soupçon qui finalement est non avérée, etc. Ou quoi de plus risqué en termes de réputation et surtout de risque de privation de l'accès à certains services. D'autant plus que l'assiette des assujettis s'élargit au fil du temps. Donc ça pose des vraies questions dont on en a pleinement conscience au niveau de la CNIL et c'est pour cette raison qu'on a commencé à se rapprocher entre régulateurs justement pour se pencher sur les éléments concrets qui doivent être mis en place au titre de la lutte contre le blanchiment et justement pour prendre en compte la dimension automatisée d'automatisme, je ne parlerai pas forcément d'intelligence artificielle, mais d'automatisme qui serait intégré dans ces processus qui relèvent d'obligations légales pour les assujettis. Donc ce sont des travaux qu'on engagera l'année prochaine. Très bien, donc il y a un travaux CNIL l'année prochaine sur les CPFT. Ce qui est quand même intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, on a un dialogue qui soit à cheval sur, on va dire, les enjeux en sens général du terme et un peu de réglementation. Donc on est quand même à moitié des superviseurs sur cette table ronde, donc je pense qu'il est important de noter la primauté de la réglementation qui pourra avoir un impact ou non sur l'application de l'IA dans certains cas d'usage. D'ailleurs, c'est l'objectif principal de nos expérimentations, c'est d'aller plus loin, de comprendre un petit peu comment ces réglementations peuvent s'appliquer dans tel ou tel cas. Donc on a parlé un petit peu de l'atelier sur la LCPFT, nous avons
un atelier qui porte sur la protection des consommateurs qui est actuellement en cours et un dernier qui porte sur la modélisation des risques. Ce qui sera intéressant, enfin ce qui est intéressant de constater actuellement, c'est que les sujets qui ont de l'importance, qu'il s'agisse de la gouvernance, de l'auditabilité, de l'intelligibilité des algorithmes, eh bien ça a des importances plus ou moins grandes selon les cas d'usage et même au sein de la même notion que je viens d'indiquer, parce qu'il y a bien plusieurs cas d'usage possibles pour les processus qui font face aux clients ou pour les processus de modélisation des risques. Je pense qu'un des sujets un peu qu'on ne peut pas éviter, c'est de savoir que l'IA repose quand même sur l'utilisation des données de manière assez massive. Et lorsqu'on combine la réglementation et les données, je pense que c'est bien d'avoir un éclairage de la CNIL sur ce sujet-là. Je vais fournir un éclairage qui est au regard du RGPD. Juste un point, soyez conscients qu'il y a d'autres réglementations qui ont trait à la protection des données, notamment une directive police-justice, selon notre jargon interne, qui s'applique à tout ce qui est poursuite des infractions, enfin traitement à des fins de poursuite des infractions par des autorités compétentes. Donc j'écarte cette partie-là qui mériterait beaucoup plus de développement. Mais juste sachez que finalement le RGPD est très plastique et s'applique quels que soient les cas d'IA. On va dire que tout est vu sous le prisme du risque présenté encore une fois par le traitement pour les droits et libertés des personnes. Si votre mécanisme d'IA présente ces risques, effectivement, il va falloir mettre en place des mesures qui permettent de limiter ce risque. Alors après, il y a une grille de lecture qui, vous allez le voir, et je vais vraiment être très rapide pour la recenser, relève de principes de bon sens et qui, encore une fois, s'applique, quelles que soient les finalités de l'IA. Le premier principe, qui est tout simple, c'est le principe de finalité. Qui parfois peut être assez mal compris, notamment quand on met en avant de l'intelligence artificielle appliquée à des data lakes ou à mélangée avec du data mining. Enfin, quand tous les mots-clés surgissent d'un coup pour désigner une technologie, on est sûr que le principe de finalité peut poser problème. Pourquoi ? Parce que le principe de finalité dit tout simplement que vous ne collectez de l'information, vous ne la traitez qu'à partir du moment où vous savez pourquoi. Et vous êtes en mesure d'expliquer pourquoi. C'est une limitation effectivement qui se pose pour les systèmes d'intelligence artificielle qui peut parfois poser question parce que vous avez des systèmes qui parfois s'appliquent à comme ils le disent, des data lakes pour en sortir de la signification. Il faut déterminer la signification en amont et parfois on a ce cas. Deuxième point très important, il n'y a pas de détournement de cette finalité. Si j'ai un système automatisé qui permet justement de rendre plus efficaces des processus, prendre des décisions plus rapidement ou aider à la prise de décision plus rapidement, il faut que ce soit par rapport à un but bien déterminé, on ne peut pas le détourner. Troisième point très important et qui relève encore une fois du bon sens, je ne dois utiliser que des données exactes. Ça prend une dimension toute particulière quand on parle notamment de lutte contre le blanchiment. Quid de l'exactitude d'informations qui parfois proviennent de sources tierces ? Comment est-ce qu'on s'assure de leur mise à jour, etc. Et c'est justement cette source d'information qui doit être saine et qui va déterminer l'exactitude des décisions qui vont être prises à la fin et l'efficacité du résultat de l'algorithme. Je vais encore une fois ne pas tous les lister. Un dernier point qui me paraît très très important, c'est la partie la loyauté de l'algorithme. Alors j'ai bien conscience qu'en fonction du système, du secteur ou du contexte plus généralement de mise en œuvre de l'IA, la transparence totale n'est pas jouable. Par contre, il faut quand même qu'à un instant T, les personnes aient conscience que certaines informations vont être utilisées, y compris pour les fins de lutte contre le blanchiment, pour être aussi en mesure, en cas de décision automatisée, d'avoir une sorte de recours naturel vis-à-vis de la décision qui serait prise à l'aide d'un algorithme. Et quand je parle de ce principe de loyauté, ça passe par une information en amont et une information en aval. Et je terminerai là-dessus parce que c'est vraiment la chose à retenir au niveau du RGPD. Encore une fois, le RGPD ne dit pas que l'IA, c'est illégal. Il dit tout simplement que, je résume, je vulgarise, il ne peut pas y avoir de décision exclusivement automatisée sans intervention humaine, soit en amont, soit en aval. Et que la personne doit pouvoir comprendre la logique sous-jacente de l'IA pour pouvoir tout simplement la contester et faire valoir ses droits. Donc on est vraiment dans une logique d'autodétermination informationnelle qui, par contre, ne s'applique qu'aux données personnelles, et j'ai bien conscience que ça ne couvre pas tous les aspects de l'IA, mais en tout cas qui a le mérite de couvrir cette notion de protection des personnes dans leurs droits et libertés vis-à-vis de ces algorithmes.
C'est très clair d'ailleurs. Je crois qu'on parle beaucoup d'IA aujourd'hui et je sais que pour Stéphane, il y a un point important, c'est qu'en IA, le nerf de la guerre, c'est vraiment les données. D'ailleurs, vous m'avez convaincu que des fois, on déplace les discussions sur les données sur les algorithmes qui faussent un petit peu les débats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, voilà ce que vous pensez de ce sujet-là? Est-ce que concrètement le groupe Crédit Agricole met en place pour bien traiter les données? Alors, je peux peut-être pas parler au nom du groupe tout entier, mais... C'est la direction alors. Non, au moins dans ce qu'on fait nous, d'abord on a des méthodologies très claires que l'on déroule par rapport au traitement des données. Donc en dehors de la déclaration des traitements, de la finalité, et ainsi de suite, nous, au niveau de notre travail, qui est un peu d'artisan, sur la constitution des données sur lesquelles on va travailler, on a des étapes très claires avec de la validation systématique avec les experts. Alors par rapport à ce que j'ai entendu, on ne fabrique aucun modèle qui prend des décisions toute seule. Ça c'est très clair. Voilà. Par rapport à cette donnée, le fait de valider les données, voilà, un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'on parle souvent, quand on parle d'IA, on parle souvent de modèles et de technologies. On met en avant le résultat et puis la beauté de la technologie. En fait, notre travail, 80% du temps, c'est de travailler sur de la donnée. C'est de la structurer, de vérifier qu'elle est correcte, de qualité, ainsi de suite. Ce sont les étapes de méthodologique dont je parle. Ça, c'est le premier point et ça me semble c'est excessivement important pour nous. Et c'est moins glorieux que de parler de modèle, mais au moins enthousiasmant pour les gens. Ensuite, le deuxième point, c'est par rapport aux données personnelles, on a un deuxième parti pris, c'est dans tous nos modèles, on crée dans l'extraction des variables et la transformation en caractéristiques qui alimentent la décision, on crée des couches d'abstraction. Il est impossible, les données qui servent à prendre ou à proposer ou à accélérer un traitement par une décision du modèle, ne comportent plus de données personnelles. C'est-à-dire qu'on extrait plutôt des patterns et des co-occurrences, des contextes ou des types ou des normes, mais on n'extrait pas de données personnelles. Dit autrement, par rapport à reconnaître un chat sur une image, peu importe qu'il s'appelle Tom ou pas. Et d'ailleurs, si 90% des chats s'appellent Tom, c'est peut-être une donnée que je ne vais pas utiliser, justement. Voilà. Mais dit autrement, la donnée privée ne m'intéresse pas. Alors, c'est pas parce que la CNIL est là, mais... Pourquoi? Parce que si je m'intéressais trop à la donnée privée, mes modèles ne seraient pas robustes dans le temps. C'est-à-dire toute évolution de liste de sanctions ou d'embargo créerait des problèmes adverses vis-à-vis des décisions du modèle. Voilà, ça c'est un deuxième point. Le troisième point, ce sont les biais. On passe énormément de temps à analyser l'impact ou l'importance de nos variables dans nos modèles. Notamment, grâce à l'intelligibilité depuis peu, on trace très précisément le comportement local ou global de chaque variable dans le modèle, de façon à être sûr qu'on n'a pas un biais évident ou une décision évidente. Alors ça, c'est du point de vue quantitatif. Mais également, on a des revues par échantillonnage au sein de l'équipe, de façon à être sûr qu'on n'a pas de biais qualitatif pur. Voilà, je pense avoir fait à peu près le c'est très clair. D'ailleurs, non, la CPR ne cherche pas forcément l'aspect glorieux de l'IA, mais bien les aspects pratiques qui nous permettent de encadrer, de faire émerger une IA plutôt responsable. Et je pense que une des choses qu'on a l'habitude de se dire dans l'équipe, c'est que pourquoi tout faire si on peut s'inspirer des choses qui existent un petit peu ailleurs. Et de mes discussions avec vous, Max Winston, je me suis rendu compte quand même que voilà, tous les sujets qu'on a abordés ne sont pas exclusifs au secteur financier, et qu'il y a bien d'autres secteurs où l'IA monte en puissance et que nous pouvons bien nous inspirer des choses qui ont déjà été faites. Oui, juste trois sujets qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est, je me souviens, Sue, que tu as mentionné une fois, c'est difficile pour un régulateur de valider un modèle qui ensuite va changer. Parce que c'est certifier un truc un moving target. Et le régulateur de la santé américaine, la FDA, s'est confronté à ce problème. C'est-à-dire comment je certifie un dispositif médical qui ensuite va apprendre et changer. Et donc, ils ont mis en place un cadre
de change control, c'est-à-dire le fabricant doit présenter un plan de qualité et de contrôle pour s'assurer que l'évolution, donc l'apprentissage, s'effectue au fur et à mesure de manière complètement compatible et sûre par rapport à ce qui a été certifié au début. Donc c'est juste pour dire que ton souci ici en finance est partagé par les régulateurs de santé. C'est rassurant. En matière de discrimination et de biais, ça aussi, on a vu ce qui s'est passé avec l'Apple Card, avec une discrimination de genre qui n'est pas du tout intentionnelle et il n'utilise même pas des données de genre spécifiques, mais ça découle de l'algorithme. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et j'ai découvert en travaillant avec les statisticiens à l'école que les biais sont quasi inévitables, ils sont omniprésents en matière de statistiques. Et le défi, c'est de pouvoir les identifier après et ensuite, le cas échéant, les compenser. Parce qu'en tant que juriste, je me suis dit, c'est pas normal qu'il y ait des biais, c'est illégal, etc. Non, un biais, c'est un phénomène reconnu par les statisticiens et tout ce qui est, on a vu des exemples aux États-Unis de discrimination dans le système de prise en soins de toute une chaîne d'hôpitaux. Le système de prise en soins a discriminé contre les Afro-Américains. Et on s'est dit, comment c'est possible? C'est interdit aux États-Unis. On ne peut même pas utiliser ces données-là. C'est comme en France. On ne peut pas utiliser des données sensibles dans les données d'apprentissage ou d'analyse. C'est parce que le biais était là dans les données historiques, bien cachées, et l'algorithme l'a reproduit. Donc, je mentionne ça, juste une leçon à prendre, c'est de dire les biais, d'accord, ça existe, et c'est quasiment partout. Le tout, c'est de pouvoir faire un test bench, une espèce d'organisme ou de procédure interne, comme tu as décrit, qui vise à les identifier. Et ensuite les compenser le cas échéant. Et j'ai entendu des banques que ce n'est pas facile de tester pour des discriminations raciales parce que même le fait de collecter des données sensibles dans le but de tester des biais est problématique au niveau RGPD. Alors, je n'ai pas creusé pour savoir si c'est tout à fait exact ou pas, mais j'ai entendu ça. Très bien, donc le temps court. Donc avant de passer à la question, peut-être juste une phrase, Stéphane. Est-ce que vous pensez que vous recandidaterez pour une expérience d'expérimentation et est-ce que vous encouragerez les autres établissements financiers à le faire? Bon, une phrase, oui. En fait, on a trouvé ça très bien. Tout le monde en est sorti très content. Et comme on a de nombreux autres projets, on aimerait bien pouvoir réitérer ce genre d'expérience. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'il nous reste 1 ou 2 minutes pour prendre 2 questions, si vous avez des questions dans la salle. Tout a été clair? Oui, bonjour. J'ai une question pour Stéphane. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il était essentiel que l'humain reste à l'origine de la décision. Et puis, quelque temps plus tard, vous nous avez parlé des biais dans la décision du modèle. Donc, c'est peut-être un lapsus, mais comment, effectivement, et à quel moment va intervenir l'humain dans la prise de décision et comment fait-on pour corriger le biais et quelle dose, comment doser correctement les données qu'on va introduire pour corriger le biais, ce qui est quand même une problématique qui me semble compliquée. De façon très, très pratique. Il y a plusieurs idées. Déjà que l'humain soit au cœur de la décision, c'est une chose. Déjà l'humain est au cœur de l'apprentissage.
Donc déjà, on va apprendre des biais humains à travers l'apprentissage que l'on va faire, dans le cas d'apprentissage supervisé. C'est un premier point. Chez nous, l'humain est au cœur de la décision. À la limite, on n'est pas obligé de lui montrer la décision du modèle lui-même, puisqu'il y a une redirection et il reçoit un message à traiter comme il le recevait précédemment. Sauf que c'est quelqu'un d'autre qui lui passe et pas un être humain. Comment on corrige les biais aujourd'hui? Quand on s'en aperçoit, d'abord, si on a envie de le conserver, pourquoi pas? On le justifie, c'est-à-dire qu'on l'écrit, on le commente. Il peut arriver que... Et puis en ce qui concerne les biais, j'ai envie de dire, purement techniques, c'est-à-dire des erreurs mathématiques, puisque les algos sont gourmands de trouver un biais pour aller plus vite et trouver une solution plus vite. Là, c'est très simple, on supprime, on essaie avec et sans la variable, et on supprime généralement la variable. Est-ce que ça répond à votre question? C'est-à-dire qu'on va pas s'aventurer à utiliser quelque chose qu'on ne maîtrise pas, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on n'est pas confortable avec ce qu'on fait, si on ne comprend pas le résultat et ce qu'on fait, et pourquoi la variable est utilisée et dans quel cadre elle est utilisée, à ce moment on préfère s'en séparer, en fait, tout simplement. Merci Stéphane. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous pouvez aller discuter avec les membres de la table de Fronde tout à l'heure si vous souhaitez. Et je vais laisser Olivier introduire le discours de fin.